bonjour à tous et merci de l'invitation à ce colloque. Alors, juste rapidement quelques mots sur l'épidémiologie. Je ne vous apprends rien, il s'agit du troisième cancer pour incidence et le deuxième pour mortalité. Les deux éléments sur lesquels je voulais un peu capturer votre attention, c'était sur le fait que les prédictions montrent que dans le futur, ce type de cancer il va augmenter son incidence, et pas uniquement chez des populations qui sont les plus favorisées, mais uniquement dans des populations moins développées. Tout ça probablement à raison d'une occidentalisation du moyen de vie qu'ils ont ce peuple-là. Le deuxième élément qui a été abordé tout à l'heure par Thibault, c'est l'augmentation du nombre des cas chez des patientes jeunes, moins de 45 ans, moins de 35 ans. Tout ça, c'est plus difficile à expliquer. On verra une petite épidémie des cancers du rectum chez les jeunes et on pourra parler après des mécanismes qui sont en jeu dans ce phénomène, probablement aussi une interaction avec le microbiome intestinal qui change chez ces patientes. Quelques chiffres à retenir, environ 20% de tous les cancers colorectaux sont métastatiques d'emblée et de celles-là, 85% ont une atteinte hépatique non résécable. Une autre 40% vient d'une récidive métastatique après un traitement qui était curatif pour un stade localisé, malheureusement. Les sites les plus touchés, les ganglions, le foie, un patient sur deux a des métastases au niveau hépatique, surtout les patients avec un cancer du côlon, le péritoine et ensuite le poumon. C'est plutôt les patients avec un cancer du rectum, probablement parce qu'ils bypassent un peu la circulation portale. Chez ces patients-là, on a une probabilité accrue également d'avoir une atteinte au niveau osseux et du système nerveux central. La survie pour des patients métastatiques est relativement mauvaise. À 5 ans, on a environ 15% des patients qui sont encore là. S'ils n'ont pas de traitement, on peut espérer une médiane de 3 à 6 mois. Si on arrive à les traiter, on peut arriver jusqu'à 30 mois de survie. Une mention à part mérite ce qu'on appelle les patients oligométastatiques, chez qui souvent on peut proposer des traitements ablatifs qui peuvent amener à une cure dans 20-40% des cas. Quels sont les facteurs pronostiques qu'on peut essayer d'utiliser pour stratifier le risque et choisir nos traitements? La localisation métastatique surtout, on sait que les patientes avec une carcinose péritonéale vont moins bien par rapport à celles qui ont une atteinte du poumon par exemple. La localisation du primitif, c'est quelque chose qui beaucoup parlé dans le passé, on verra après quelles sont un peu les bases de tout ça, mais en général les patientes qui ont un cancer qui part d'un côlon droit survivent moins longtemps que celles qui ont un cancer qui part d'un côlon gauche. Tout ça probablement à mettre en lien à ce qu'on appelle la biologie et le profil moléculaire. C'est pour ça que dans notre algorithme de traitement qu'on a aujourd'hui, on tient en compte un peu tous ces éléments-là. On considère si la lésion est résécable d'emblée, donc pour les formes oligométastatiques. On tient compte de la localisation tumorale et on tient compte les premiers éléments de biologie moléculaire, les mutations de gènes RAS et BRAF, parce qu'on sait que ces patients se comportent différemment. Tout ça, c'est encore plus complexe parce qu'aujourd'hui, on n'est pas face à une seule tumeur, on est face à un spectre de maladies différentes qu'on regroupe sous le nom de cancer colorectal. Et dans ce spectre, les mutations des RAS ou des BRAF ou encore la localisation distale et proximale, ce sont juste des extrêmes. Il faut les intégrer dans toute une complexité génomique, transcriptonique et des micro-environnements qui fait qu'on peut distinguer aujourd'hui, en tout cas, 4 subtypes. C'est une classification, il y en a d'autres. Mais ces sous-types-là ont quand même montré une certaine corrélation également avec la survie. Là. Des sous-types qui répondent mieux au traitement, ils ont des survies meilleures, d'autres qui vont clairement moins bien. Et donc du coup, on est passé d'une approche où de toute façon on donnait de la chimiothérapie à tous nos patientes, à quelque chose qu'on essaye de mieux nuancer et d'adapter aux patientes en fonction de ce qu'est son profil moléculaire. Et maintenant, on arrive à identifier des cibles pour lesquelles on a des traitements aujourd'hui d'environ 40% de ces patientes-là. On connaît déjà les patientes qui sont en gène RAS wild type, c'est celles qu'on traite avec nos anti-EGFR, mais il y en a toute une série d'autres dont on va rapidement parler qui peuvent être traitées de façon ciblée. Parlons du BRAF, on le connaît depuis longtemps, il s'agit d'une des protéines qui fait partie en termes gène RAS de la cascade enzymatique qui amène le signal à partir du gène EGFR. Le BRAF est muté d'environ 10% des cancers colorectales. La mutation plus fréquente c'est égale à celle du mélanome, la V600E. En général, ça touche plutôt des femmes avec un cancer du côlon droit, un phénotype mucineux, et il est associé souvent à ce qu'on verra après, cette instabilité microsatellitaire ou un subtype CMS1. Le pronostic de ces patients, on le sait depuis longtemps, il est mauvais, il est moins bon par rapport aux autres, et souvent à cause du fait qu'ils résistent aux anti-EGFR. Comment on peut bypasser ça? Tous les essais qu'ils ont essayé de traiter directement, d'inhiber la protéine BRAF ou les MEK inhibiteurs comme le mélanome,
tout seul, ça n'a pas marché, parce que, comme vous voyez, les GFR, il a une voie alternative de signalisation qui peut amener le signal jusqu'au noyau. Du coup, les approches plus récentes ont porté à associer ces BRAF et MEK inhibiteurs aux anti-EGFR, et cela a quand même donné des fruits, parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de notre pratique courante. C'était approuvé par l'EMA en 2021 et par la FDA en 2020, l'association d'une anti-BRAF plus du cetuximab, qui, comme vous voyez, permet d'obtenir un taux de réponse qui n'est pas négligeable, environ 20%, de stabiliser la maladie dans 56% des patientes et avoir une survie qui peut atteindre les 10 mois. Ce n'est pas encore énorme, mais c'est quand même un bon progrès par rapport au groupe chimiothérapie classique. On reparle rapidement de l'instabilité microsatellitaire à laquelle avait parlé Thibaut. Qu'est-ce que c'est? En 2 mots, tous les patients, toutes les cellules de notre corps ont des mécanismes de réparation de l'ADN qui permet d'identifier des problèmes de couplage entre les nucléotides. Ils la reconnaissent et ils réparent ce problème-là. Maintenant, ça peut arriver que ces protéines-là, on en connaît 4 qu'on utilise souvent, mais il y en a d'autres, peuvent être mutées. Quand ces protéines sont mutées de façon, comment dire, germinale, donc génétique, comme le syndrome de Lynch, ou de façon sporadique pour d'autres raisons, ces problèmes de réparation de l'ADN n'est plus résolu. Donc l'ADN va accumuler des défauts qu'on peut identifier dans des régions qui sont des répétitions en tandem, c'est les microsatellites justement, ou encore dans d'autres parties de l'ADN cellulaire. Ça touche environ 15% des cancers colorectal et 5% des formes métastatiques. Qu'est-ce que ça donne? Ça fait qu'effectivement, ces patientes avec un status microsatellitaire instable ont un nombre de mutations vraiment très impressionnantes. Et quand on dit nombre de mutations élevé, ça ouvre la porte à l'immunothérapie. Parce que plus on a des mutations, plus probablement on a des néoantigènes, plus on a des probabilités d'induire une réponse immunitaire, d'activer des lymphocytes grâce aussi à notre traitement qui vont booster un peu tout ça. Et cela a fait ses preuves. Une première étude montrait que l'utilisation de nos traitements, les immunocheckpoint inhibiteurs, chez ces patientes qui ont un déficit de réparation de l'ADN, porte quand même un taux de réponse de 40% versus 0 et une contrôle de la maladie de 90% des patientes. Et le chemin de ce développement arrive jusqu'à nos jours avec la première étude qui est pour le mot practice changing, dans le sens que aujourd'hui, pour ces patientes MSI, donc avec une stabilité microsatellitaire, on peut proposer d'emblée, même dans la phase métastatique, une immunothérapie qui est efficace, qui double la survie sans progression, qui passe de 8 à 16 mois et qui permet d'avoir un taux de réponse tout à fait acceptable. Les données sous l'OS ont été critiquées dans cette étude, donc sous la survie globale, mais c'est vrai que plus de 60% des patientes qui étaient dans cette étude ont eu un crossover et ils ont reçu l'immunothérapie après. Pourquoi les patientes stables sur le plan microsatellitaire ne répondent pas au traitement? Si on revient à notre distinction, classification relative à l'hétérogénéité tumorale, c'est vrai qu'à côté de ces groupes très sensibles, il y en a d'autres qui sont définis comme immunodésertes ou immunesclues ou encore inflammés, chez qui l'environnement, la génomique fait qu'elles sont moins responsives au traitement d'immunothérapie toutes seules. Pour cela, il faudrait utiliser d'autres approches. Alors, il y a toute une série d'études en cours, on en parle souvent dans les congrès d'oncologie. On peut essayer une double immunothérapie. Pour l'instant, les données ne sont pas très encourageantes, mais il y a des études de phase 3 avec des nouveaux immunocheckpoint inhibiteurs qui vont venir. On peut essayer d'associer la chimiothérapie à l'immunothérapie, avec des données qui sont quand même relativement encourageantes. Ou encore associer l'immunothérapie à des anti-VEGF. L'étude de Regonivo a fait beaucoup parler de lui. Le taux de réponse, ce n'est pas énorme chez les patientes qui n'ont pas d'atteinte métastatique hépatique, ils ont 22% de réponse, c'est quand même pas mal. Et après, on peut encore essayer de faire une immunothérapie plus une thérapie ciblée. On n'est pas encore là, mais c'est probablement une des directions qui va être exploitée pour le futur. Et un exemple donné justement dans cette étude c'est encore une phase 1-2 qui est apparue cette année, juste à l'ASCO de cette année, en février, où chez les patientes qui avaient une mutation BRAF, mais qui étaient aussi stables sur le plan microsatellitaire, l'association qu'on a vue avant dans l'étude de Beacon, ecorafenib cetuximab plus le nivolumab, permet presque de doubler la survie médiane. Donc, pour le moment, c'est une piste qu'on peut essayer de suivre.
On parle au moment des amplifications HR2. On s'est rendu compte que ce type d'amplification, on la retrouve dans un certain nombre de cancers colorectals et qui peut expliquer une certaine résistance aux anti-EGFR. La valeur pronostique, il n'est pas très clair. D'après certaines études comme la PETA-CUIT, il y a quand même un pronostic qui est moins bon, un peu comme les BRAF mutés. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas, c'est un peu tout petit, mais en général, il y a une sorte de gradient d'expression de cette mutation et on la retrouve plus souvent dans le côlon gauche et dans le rectum. Encore un élément qui peut expliquer cette distinction de survie entre les deux types de cancers. Et maintenant, voilà, vu cette identification, on a vu fleurir toute une série d'études de phase 2 qui ont essayé de tester les mêmes médicaments qu'on utilise pour le cancer du sang, que ce soit le trastuzumab ou le pertuzumab, donc des anticorps anti-HR2, ou encore des tyrosine kinase inhibiteurs qui ciblent le domaine kinase intracellulaire. Et vous pouvez voir que les taux de réponse sont quand même pas négligeables. Un patient sur 3 répondent avec des taux de survie qui sont aussi également significatifs. Mais on attend des phases 3 pour pouvoir se prononcer. Pour l'instant, l'accès à ces médicaments demeure un peu difficile. Le dernier arrivé, c'est encore le trastuzumab deruxtecan. C'est un anticorps anti-HR2 conjugué avec une chimiothérapie semblable à l'irinotecan. Comme vous pouvez voir, le taux de réponse, c'est d'environ 45% et on arrive à stabiliser la maladie dans 83% des patientes. La survie en progression est d'environ 7 mois, mais la survie globale, pour l'instant, elle n'a pas rejoint sa moyenne. Un petit mot concernant une mutation spécifique des KRAS. On sait que les patients KRAS mutés ne répondent pas aux anti-EGFR. Il y a différents types de mutations. Il y en a une en particulier, la KRAS G12C, pour laquelle on a aujourd'hui des médicaments ciblés qui peuvent l'inhiber. On la retrouve d'environ 1 à 3% des cancers du rectum, un peu plus dans le poumon, 17%. Et c'est vrai que même si par rapport au cancer du poumon, le taux de réponse il est moins important, on arrive quand même à stabiliser la maladie dans environ 73% des patientes. Chose qui, encore une fois, ça peut être une piste à suivre et à chercher pour ces patientes. Et enfin, les fusions inter-K. Les inter-K, c'est des protéines, des récepteurs tyrosine kinase inhibiteurs qu'on trouve souvent au niveau du système nerveux central. Ça peut arriver que ce domaine tyrosine kinase inhibiteur fusionne avec d'autres gènes et ça induit une activation continue et une prolifération cellulaire. Aujourd'hui, on a à disposition 2 médicaments pour ce type de domaine d'inter-K. On a le larotrectinib et l'entrectinib, qui ont fait un peu ses preuves. C'est encore des études assez précoces, mais quand vous regardez la colonne du tumeur du côlon, c'est le petit vert qu'il y en a là, il y en a une autre par là. Il y en a plutôt 4 patients en tout, ou encore l'entrectinib, là c'est plutôt le violet, là, il y en a tout par là. On voit quand même que ça induit des réponses qui peuvent être importantes et qui peuvent durer dans le temps. Donc ça vaut la peine également pour des patients pour lesquels on est à court de traitement d'aller encore chercher ce type de fusion pour éventuellement proposer ce traitement qu'il faudra négocier avec l'assurance. Donc pour compléter, je voulais juste vous dire que voilà, il s'agit toujours d'une maladie plus complexe et hétérogène de ce qu'on imagine. La chimiothérapie continue à jouer un rôle clé, surtout pour les formes qui sont non résécables, mais la caractérisation moléculaire gagne de l'importance parce qu'il y a environ 40% de cibles actionnables qu'on peut exploiter. L'immunothérapie, elle est devenue une partie intégrante de notre armamentarium, surtout pour ces patients MSIA. Et pour les autres, des études sont en cours. Et il ne faut pas oublier que pour les formes résécables ou oligométastatiques, la collaboration avec nos collègues chirurgiens, radiothérapeutes, radiologues pour une prise en charge pluridisciplinaire. Et c'est tout. Merci.